Yes, on est là. Espace Barreau, c'est juste là, vous voyez. Voilà. Donc, pour notre journée, hein. Voilà, pour la journée, contre la précarité menstruelle à l'espace Barreau. Maintenant, c'est aujourd'hui, maintenant là, avec Ipoma, voilà, et IAYSP. Ne manquez pas l'événement, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, on vous attend tous. Ah, mais c'est chouette ça. Mais tu sais qu'on a la chance aujourd'hui. En fait, on a beaucoup d'associations, beaucoup de collègues, beaucoup d'amis de partout qui vont venir. Les Maliens, les Guinéens, les Centrafricains, les Togolais, le Belge, donc il y a tout le monde. Hein. Donc c'est tous les pays. Donc on est vraiment concernés. Bon week-end, nous sommes dans des préparatifs, comme on dit, de notre journée internationale de la précarité menstruelle que nous organisons. Je sais que ce n'est pas facile à ces moments, surtout nous faisons des big dédicaces à nos sœurs, à nos mamans qui sont dans des territoires à conflit, dans des guerres, dans tout ça. Donc on fait des big dédicaces à elles. Donc voilà, je sais que parler de la précarité ou de l'hygiène menstruelle à ces moments de guerre, c'est très difficile. Pour celles qui sont dans des pays en conflit, nous demandons la paix. Et je sais que les premières victimes plutôt, de ces conflits sont les femmes, sont les enfants. Donc nous sommes de cœur avec eux. Et voilà, donc on est là. Notre soutien, c'est d'organiser des conférences comme ça, des séminaires, des journées, des soutiens pour ces femmes, pour ces enfants qui souffrent. Donc voilà. Doit être discuté, parler en famille. Parce que nous qui venons de l'Afrique, nous qui sommes issus de l'Afrique, c'est difficile de discuter de ça en famille, de parler entre... En fait, il n'y a pas relation. Hein? Il n'y a pas relation, donc en fait, il y a rupture dans le dialogue entre la fille et son père, ou même la maman et sa fille aussi. Hein. C'est vraiment difficile de parler de l'hygiène menstruelle, c'est difficile. Et puis, voilà, c'est vraiment tabou chez nous. Et moi, je pense que nous, quand je dis nous les hommes, devrions faire des efforts pour emboîter les pas, pour pouvoir donner cette éducation à nos sœurs, à nos frères, et c'est de discuter avec elles, parce que ce n'est pas les tabous, c'est l'hygiène, comme toute hygiène corporelle. Donc voilà. Et moi je me rappelle, je me souviens bien, lorsque nous étions dans l'école, même dans l'école primaire en Afrique, c'était un peu difficile pour nos collègues femmes. Voilà, parce que c'était un tabou et ces dernières souffraient énormément de ça parce qu'il y avait moquerie, il y avait rupture. Voilà, même nous qui avions eu, comme on appelait chez nous le monsieur, hein, le maître de l'école primaire qu'on appelait monsieur, vous verrez que monsieur de l'école primaire ou l'instituteur, pour pouvoir discuter de l'hygiène menstruelle avec son élève fille, c'est pas une chose facile, c'est vraiment difficile. Donc voilà, donc
Moi, je suggérerais qu'aujourd'hui, dans nos programmes en Afrique, qu'on puisse insérer ces programmes, excusez-moi le pléonasme, insérer ces programmes dans notre programme, dans notre éducation, disons. Même dans nos familles, on doit en parler. Il ne faut pas qu'il y ait tabou dans les jeunes menstruels, et voilà. Donc, nous allons essayer de discuter. Le petit retard, c'est vrai qu'on avait pas mal de décalage. Donc aujourd'hui, il y a deux associations qui sont représentées aujourd'hui. C'est l'association IPOMA et l'association IAYSP. Donc IAYSP, c'est une association de jeunes en fait qui fait différentes activités. Dont aujourd'hui contre la précarité menstruelle. Voilà. Donc avec des problèmes de transport, on n'a pas pu avoir une équipe complète aujourd'hui. Mais voilà un petit peu le programme de la journée. Il y aura aussi des présentations de d'autres associations. Donc tout d'abord, on va juste présenter un petit peu le problème. Je vais présenter juste une petite vidéo pour vous introduire IAYSP, que vous ayez un petit peu une idée. Et ensuite, on parlera de la précarité menstruelle. Pourquoi c'est un problème aussi chez nous, peut-être dans d'autres pays également. Et après, on aura des mots d'introduction du président et ensuite, on passera aux autres activités. Tavannes, commune de 3000 habitants du Jura bernois. À l'école secondaire, comme chaque matin, le concierge fait sa tournée. Dans son chariot, des rouleaux de papier, du savon, mais pas que, des serviettes hygiéniques pour les distributeurs placés dans les toilettes des filles. Tavannes est la première commune de Suisse à mettre ainsi à disposition des protections menstruelles pour ses élèves. Et c'est à cette femme qu'en revient l'initiative Roubina, la travailleuse sociale en milieu scolaire. L'idée au départ, c'était vraiment de se dire, mais quand on a une fille, ça nous arrive de nous retrouver assis sur les toilettes, de descendre sa culotte, de s'asseoir sur les toilettes et de se dire, oh merde. Et puis, de ne pas avoir imaginé qu'à ce moment-là, il fallait une protection pour sa culotte. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir dépanner à ce moment-là. Le système fonctionne depuis le mois d'octobre, à la plus grande satisfaction de ses 3 copines, 14 ans chacune. Avant, par exemple, il fallait pas que j'oublie d'en mettre dans mon sac. Si jamais ça pouvait m'arriver, il fallait que j'y pense parce que si j'en avais pas et que ça m'arrivait, je savais pas trop quoi faire. Alors que maintenant, si j'en ai pas forcément dans mon sac, je sais qu'il y en a à l'école, donc. C'est mieux comme ça. C'est peut-être moins gênant d'aller demander au prof et puis c'est plus pratique. Quand on a, par exemple, un problème, ça nous dépanne. Obliger les jeunes filles à aller à l'infirmerie scolaire, c'est ramener les règles à une maladie. C'était il y a une dizaine de jours, devant le Grand Conseil vaudois. Le débat sur la mise à disposition des protections hygiéniques dans les écoles voit s'écharper la gauche et la droite, exactement ce qui s'était déjà passé dans les cantons de Genève, du Valais et de Berne. Oui, bouton plus. Le nombre de fois où je suis rentrée chez moi, adolescente, avec du papier toilette roulé en boule dans ma culotte, parce que j'ai eu mes règles, parce qu'à l'époque, je n'étais pas régulière, c'est ça la réalité. Même, c'est pas quelque chose d'inattendu qui arrive quelque part. Il y a quand même une périodicité qui est claire. Et je crois qu'il ne faut pas faire une montagne avec ça. Finalement, pour la première fois, l'idée d'une distribution passe la rampe dans un canton, mais de justesse. Ce mardi, nous avons retrouvé les protagonistes de ce débat, qui a vu s'affronter l'une des benjamines de l'hémicycle à la doyenne des députés vaudoises. Aujourd'hui, on en fait un problème, et c'est ça qui me gêne. Je crois que c'est pas un problème. Ça veut dire qu'il y a une solution, qui est d'abord la solution de responsabilisation personnelle. Et si on va plus loin, alors pourquoi ne pas distribuer à tout le monde des mouchoirs en papier parce que vous avez un rhume puis que c'est gênant?
Pourquoi ne pas distribuer, ne pas mettre dans les toilettes masculines des petits rasoirs Bic parce qu'on n'a pas eu le temps de se raser à la maison ou des choses qui touchent à la personne elle-même, aux soins qu'elle doit apporter à sa personne. Quand vous allez dans des toilettes publiques, il y a du papier toilette, il y a de quoi vous essuyer les mains, il y a du savon pour vous laver les mains. Tout ça, ça fait partie des produits d'hygiène. Au fond, quand on est une femme, on a aussi cet aspect-là de notre corps qui fait partie aussi de notre hygiène personnelle et il faut répondre à ce besoin-là comme à un autre et comme c'est un besoin et une dépense en plus, eh bien il faut que l'État puisse aussi être là pour répondre à ce besoin supplémentaire de la moitié de la population tout de même. En Écosse, la gratuité des protections hygiéniques pour les femmes a été définitivement adoptée en novembre dernier. And the Period Products Free Provision Scotland Bill is passed. Là-bas, on estime qu'une jeune fille sur 10 est en situation de précarité menstruelle. En Suisse, pas de chiffres, mais également une réalité. Lisaine a 19 ans, elle est apprentie, elle vit dans le Chablais vaudois, dans une vieille caravane où elle a passé tout l'hiver. Je vais parler peut-être de choses un peu crues, mais je pense que c'est important d'en parler pour montrer que c'est un peu, c'est parfois vraiment la dèche. Juste éponger sa serviette avec du PQ parce que, voilà, on n'en a pas assez pour faire toute la journée, on le sait. On improvise en fait, et c'est pas forcément toujours agréable et ça pourrait être très facilement, je pense, ça pourrait très facilement être corrigé avec des petits gestes simples comme mettre des distributeurs de serviettes dans tous les lieux publics ou dans toutes les toilettes publiques et ce serait important de le faire, je pense. La doctoresse Katiuska Francini est médecin associée au département de gynécologie obstétrique du CHUV à Lausanne. Elle est régulièrement confrontée aux situations de précarité menstruelle. J'ai, depuis quelques années de profession, vu passablement de solutions. Alors, la plus commune est le papier de toilette. On a vu du papier journal. On a vu pas de culotte, rien du tout. Puis ça coule le long des jambes avec des longues jupes qui cachent ou des longs pantalons qui cachent. Ça surprend. Ça surprend dans un pays comme la Suisse qui offre beaucoup de possibilités de voir ses patientes dans ces conditions. Quand on imagine qu'une patiente qui a des règles un peu abondantes peut utiliser jusqu'à un paquet de serviettes hygiéniques par jour et que les règles durent 7 jours, ça reste quand même un certain investissement. On a des serviettes à mettons 5 francs le paquet ou 5-6 francs le paquet. Sur une semaine, ça fait 35 francs par semaine. Sur un foyer qui a 2 ou 3 filles, ça fait vite un budget. Lausanne. À la Fondation Mère Sophia, Claire supervise chaque matin la préparation des colis de première nécessité. Alors, il y a les patates et les oignons, et puis on est bientôt au bout, on va faire la pause. Une cinquantaine de colis que viendront chercher dans la journée les bénéficiaires, qui pourront également choisir des produits hygiéniques, des serviettes et des tampons. Puis t'as pris déjà les shampoings et les produits de douche ? Des articles qui sont également distribués le soir à la soupe populaire. Quand les femmes ont su qu'on avait des serviettes à disposition, elles venaient nous demander assez régulièrement. Et il y a même eu plusieurs cas où des femmes venaient uniquement pour ça et pas forcément pour souper. Dans la roulotte où elle vit très modestement, Lisaine, l'apprentie de 19 ans, est un peu révoltée. Ça m'est déjà arrivé que je me retrouve avec 5 balles et je suis là, bon ok, est-ce que je graille ou est-ce que je m'achète ce paquet de serviettes hygiéniques? Dans les festivals, on file des capotes gratuites, on trouve toujours des moyens de rendre accessible aux gens la possibilité de se protéger, de faire de la prévention sur tout un tas de sujets. Les règles, à mon avis, sont pas un de ces sujets, on n'en parle pas assez, et on n'en parle pas assez aux personnes aussi qui sont pas directement concernées et qui devraient en entendre parler en fait pour mieux comprendre. Je sais que ça m'est déjà arrivé aussi en cours quand je n'osais pas en fait affirmer, dire j'ai mes règles, de devoir demander de manière très insistante à mon professeur qu'il me laisse aller aux toilettes et qu'il refusait alors que j'avais mes règles et qu'il fallait que j'aille urgemment changer ma protection et qu'il refusait. Et par exemple ce genre de petits détails, si on met ça sur tout le tas d'inégalités que déjà les femmes et d'autres minorités subissent, ça commence à faire beaucoup.
la grève des femmes a joué un rôle moteur dans ces revendications, slogan à l'appui. Devant la lenteur du système politique, les initiatives fleurissent sur le terrain. Dernière en date, au collège Claparède, à Genève. Le 8 mars, élèves et professeurs étaient invités à apporter des protections hygiéniques. Ici, ce n'est pas le concierge, mais les étudiantes qui approvisionnent en tampons et serviettes les distributeurs des toilettes des filles. Et c'est à Angèle, élève de 4e, que revient cette initiative. J'avais fait un sondage pour mon travail de maturité où je posais des questions sur les protections hygiéniques et j'avais demandé si certains élèves trouvaient utile d'avoir des distributeurs dans l'école. Et j'avais eu, là sur la fiche c'est marqué 97,7% de personnes qui étaient pour avoir justement des distributeurs sur à peu près 300 personnes qui avaient répondu. Et ensuite je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'installer des boîtes et de voir comment ça fonctionnait. Et on a vu que la solidarité ça marchait très bien, donc on a continué sur ce principe-là en fait. En tout, on a eu, je crois, on a récolté à peu près 500 serviettes dans l'école. Et à côté, on a eu à peu près 500 francs. Donc, on a pu acheter en tout à peu près 3000 serviettes et quelque chose comme 2000 tampons. Et on doit encore aller en acheter. Une opération de solidarité à laquelle ont participé des garçons. Ce jour-là, j'y avais apporté. J'en avais discuté avec ma mère qui a tout de suite été d'accord. Du coup, ça a été une très bonne entente à ce moment-là. Compliqué. De quoi susciter l'admiration de la prof d'histoire, qui est également déléguée à la commission de l'égalité. Moi, j'avoue, même comme déléguée à la commission, j'avais jamais réfléchi à l'idée qu'au fond, tout ce qui était utile pour les hommes et les femmes était à disposition depuis toujours, pratiquement dans les toilettes des bâtiments publics, et les serviettes hygiéniques ne l'étaient pas. Je trouve que c'est une initiative qui est formidable. Retour à Tavannes, à l'école secondaire, où tout s'est décidé très rapidement. Avec son idée pionnière, mettre à disposition des protections hygiéniques, Rubina, la travailleuse sociale, a simplement approché le directeur de l'établissement. Ok, c'est tout bon, merci. Elle a présenté le projet en séance des maîtres, et puis tout de suite, ça a paru une évidence pour tout le monde, où on se disait, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Et la même chose de la part de nos autorités qui, tout de suite, on accueille favorablement cette initiative. Et aujourd'hui, l'exemple de Tavannes fait de nombreux émules. Vous éprouvez une certaine fierté que ça fasse école, ainsi, cette initiative, votre initiative? Oui, bien sûr. Une fierté de se dire qu'aujourd'hui, ce travail-là, il a fait son chemin ailleurs. Je suis moi-même maman de fille, et puis j'imagine que le jour où peut-être elles iront étudier ailleurs, elles se diront « Ah ouais, mais ça, c'était notre maman ». Donc aujourd'hui, voilà le programme. Je vais vous présenter les mots d'introduction du président, du coup. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de ce 28 mai sur le thème de la précarité menstruelle. Je m'appelle Miguel Antonio et je suis le représentant de IOSP France, une association de jeunes et étudiants qui veulent promouvoir la paix dans le monde en permettant aux jeunes et aux étudiants de devenir des citoyens du monde grâce à l'éducation du caractère et à des projets de paix qui soutiennent les objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous essayons d'apporter notre soutien aux étudiants à travers des activités ponctuelles comme la distribution de nourriture et kits hygiéniques et la sensibilisation sur des problématiques qui minent notre société. Aujourd'hui, en collaboration avec l'association IPOMA, nous allons aborder le sujet de la précarité menstruelle. Beaucoup de femmes et de jeunes femmes à travers la planète ne vivent pas sereinement leurs règles parce qu'elles ne peuvent pas acheter de protection adaptée ou en quantité suffisante. Et aussi parce qu'il y a un tabou qui entoure ce phénomène naturel. Certaines femmes ne vont pas travailler ou ne vont pas en cours plusieurs jours par mois et d'autres utilisent des protections de fortune, genre des papiers toilettes ou du tissu, ou elles changent moins souvent de protection dans la journée. Et bien souvent, elles n'osent pas en parler. Cela met en danger leur bien-être, leur santé et parfois aussi leur sécurité. En effet, dans certaines parties du monde, les femmes qui ont leurs règles sont considérées comme impures. Et donc avoir ces règles,
ce moment-là est source de discrimination pour ces femmes. Donc l'hygiène menstruelle fait d'ailleurs l'objet d'une journée mondiale le 28 mai, aujourd'hui. Une date symbolique puisque cela fait référence au cycle menstruel de 28 jours et le mois de mai étant le 5e mois de l'année. Donc ce chiffre qui correspond à la durée moyenne des règles chaque mois. Donc la France n'est pas épargnée par la précarité menstruelle. Il s'agit d'une dépense fixe et régulière qui ne relève pas du confort mais de la nécessité. Or, une étude réalisée par l'IFOP pour l'association Dons Solidaires en 2017 révèle que 1,7 million de femmes en France manquent de protection hygiénique. Parmi elles, des femmes en situation de grande précarité ou sans abri, mais aussi des lycéennes et des étudiantes. Les conséquences de la précarité menstruelle sur la santé, la vie sociale, professionnelle, les études sont indéniables. Aujourd'hui encore, une étudiante menstruée sur 10 déclare avoir déjà manqué le travail ou les cours par peur des fuites et que leurs règles soient vues. Le tabou entourant les règles reste encore tenace. Les investissements manquent sur la sensibilisation et la prévention autour des menstruations, comme des maladies gynécologiques associées. Il est nécessaire de la développer pour mettre fin à ce tabou. Dans l'enseignement supérieur en France, les initiatives existent, mais elles sont souvent locales, menées par les universités ou les étudiantes elles-mêmes. Pour briser ce tabou, entourant les règles et lutter contre la précarité menstruelle, nous avons organisé, en collaboration avec l'association IPOMA, une collecte de protection périodique et de produits hygiéniques durant ce mois de mai qui seront redistribués ultérieurement aux femmes dans le besoin. De plus, nous avons tenu à faire cette conférence pour sensibiliser notre entourage sur ce problème. Plusieurs responsables d'associations nous ont rejoints aujourd'hui pour faire part de leur expérience, actions et efforts dans la lutte contre cette précarité menstruelle. Merci pour votre présence à cette conférence. Je vous souhaite une très bonne journée. On associe ça beaucoup plus à l'aspect financier et économique. Or, là, quand on parle de précarité menstruelle, on ne parle pas uniquement de cet aspect. En fait, on parle de la précarité menstruelle, ça regroupe tout ce qui empêche une personne d'accéder à un équilibre correct pendant ses menstrues. Donc, c'est-à-dire le côté financier, le côté matériel, le côté social, le côté éducatif aussi. Donc, ça englobe toutes ces choses-là. Parce que quand on parle de précarité menstruelle, bien sûr, la première chose, c'est, comme vous l'avez dit pour certains, le fait de pouvoir s'acheter des serviettes hygiéniques, ça c'est la base. Mais des fois, pour d'autres, c'est déjà de savoir ce que c'est que des menstrues, quelle hygiène je dois adopter pendant mes menstrues, et les maladies afférentes. Donc tout ça, ça fait partie de la précarité menstruelle, et c'est pour ça que, parce qu'on a vu au cours du temps qu'il y avait beaucoup de problèmes autour de ceci, parce que le facteur déclenchant, c'est la situation économique et sociale des individus, des femmes, puisque quand on parle de menstrues, on parle beaucoup de femmes quand même. C'était le point commun, c'était la situation économique et sociale. Et quand on allait plus loin dans les recherches, on s'est rendu compte que même les femmes qui socialement, financièrement, économiquement étaient un peu plus à l'aise, qui avaient peut-être la capacité de s'acheter des serviettes, mais elles n'étaient pas forcément éduquées ou alors informées sur les menstrues, sur l'hygiène menstruelle. Donc c'est pour ça que cette journée existe. Quelqu'un a une question? Non. Donc vos interventions sont vraiment très justes et très pertinentes, et je pense que pour moi, en tout cas personnellement, en tant que professionnel de santé, c'est intéressant de voir aussi ce que les gens comprennent pour qu'on puisse vous apporter les informations nécessaires, parce que c'est ça en fait la précarité menstruelle, c'est de ne pas savoir exactement où se situer, quelles sont les connaissances à acquérir pour pouvoir vivre sa période de menstrue de façon pleinement épanouie, si j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, justement, en parlant de ça, j'ai vu à la télé dernièrement, je ne sais pas si c'est l'Allemagne, je ne sais plus quel pays, mais les femmes qui ont justement leur menstrue, on leur donne quelques jours de repos, de
qu'il y a une loi qui est en discussion ici en France aussi. Mais sinon, ça existe déjà. Oui, dans d'autres pays, il y a plein de pays dans lesquels ça existe. Dans les pays du Nord, de toute façon, au niveau social, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous ici en France, hein, faut pas se le cacher. D'accord, même s'il y a pas mal d'avancées en France, mais il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles, en France, on n'est pas très avancé. Et pourquoi moi je dirais que cette journée, elle est importante, parce que hormis le côté, parce que moi je ne vais pas trop aller sur cet aspect-là, le côté financier de pouvoir, je vais laisser quelqu'un d'autre développer plus tard, le côté financier pour pouvoir accéder à des protections hygiéniques et autres, il y a surtout, moi je pense, le côté éducation à la santé. Parce qu'il ne faut pas oublier, en tant que femme, une bonne hygiène à la santé, surtout pendant les menstrues, c'est préserver son économie par rapport à sa fécondité et toutes les maladies au niveau de l'appareil génital. Donc c'est pour ça que c'est très important. De plus en plus, on entend parler de l'endométriose, je pense que vous avez entendu parler. On entend parler des cancers du col de l'utérus. Toutes ces choses-là, quand on est bien éduqué, quand on sait comment ça fonctionne un cycle, quand on sait quelle hygiène adopter pendant son cycle, il y a certaines petites maladies, je ne dis pas toutes, parce qu'on ne peut pas tout absorber, le risque zéro dans la vie n'existe pas, mais le fait qu'on soit bien éduqué, ça empêche quand même certaines petites maladies qui peuvent être très graves dans l'avenir. Et le manque d'hygiène, le manque de connaissances, ce sont des facteurs importants au niveau de la santé et de l'éducation à la santé. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu de façon internationale. Donc moi, je mettrais beaucoup plus l'accent sur cet aspect-là. C'est l'éducation à la santé. Donc, est-ce que je pense que tout le monde sait à peu près un cycle de menstrues. Oui. Tout le monde sait à peu près. Voilà, comme ces jours. La période à peu près. La périodicité. Ça dépend. Ça dépend des femmes. C'est 3 à 4 jours, 3 à 5 jours. On dit 3 à 7. Il y a des femmes qui ont des cycles qui sont quand même J'ai une toute petite question, parce que j'ai entendu tout à l'heure, dans certains pays où il y a déjà certaines lois qui sont préparatives, je sais pas, pour les femmes qui travaillent, qui aient des congés pendant cette période. Qu'en est-il des élèves et des étudiants? Ah non, quand on dit les femmes, on parle de toutes les femmes qui ont des menstrues. Oui, parce que pour une fille qui va à l'école, comment ça va se passer? Oui, elle reste à la maison, mais après, l'enseignant, donc, secrétaire. Non, mais la loi, elle passe. La loi, c'est par rapport à la menstruation dans sa grande généralité. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Même si on sait à peu près quelle est la limite d'âge. On sait très bien qu'une femme de 60 ans ne pourra pas venir dire que oui, je prends mes congés de menstruation. On sait très bien. Il y a des exceptions, hein? Non, 60 ans quand même, bon, je ne sais pas, mais j'ai jamais entendu que 60 ans qu'elle a encore des menstrues. En général, c'est dans la cinquantaine que les femmes rentrent dans leur période de ménopause. Les 60, je n'ai pas encore entendu, mais après, c'est peut-être possible. Mais ce sont des cas très rares, et puis de toute façon, c'est toujours justifié. Et puis, le truc, c'est que ça va être comme la congé maladie, donc il faut un certificat médical. Ouais. Donc, une jeune fille, une élève qui est dans cette période-là et qui ne peut pas aller à l'école parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui souffrent de règles douloureuses, elle voit son médecin et c'est le médecin qui lui fournira un certificat médical. Donc, le certificat médical sera office et parce que c'est la loi, l'école ne peut pas s'opposer. Après, le problème, ça sera peut-être d'éduquer les professeurs, les encadrants pédagogiques dans leur grande généralité, à accepter, parce qu'il y a des choses qui se font au niveau de la loi, qui sont légales, mais que les gens ont du mal à accepter. Parce que même si cette loi passe très clairement, pour vous répondre très simplement à mon simple avis, c'est que peut-être même en entreprise, ça sera difficile de mettre en application. Parce que pour les besoins de productivité, pour plein de besoins qui sont intrinsèques à l'entreprise, le fait que vous veniez avec votre congé menstruel, c'est peut-être un problème. Et c'est pour ça que certains groupements féministes ne sont pas forcément favorables à cette loi, parce qu'ils ont peur que ça devienne un argument contre l'emploi des femmes à certains postes. Parce que je sais que des fois, dans les grandes entreprises, il y a certaines femmes, quand elles veulent faire les entretiens, on leur pose la question de savoir si elles veulent des enfants. Parce qu'on sait qu'une femme qui est jeune, qui veut faire un enfant, on calcule le congé maternité,
Et si en plus derrière le congé maternité, avec un congé parental, on sait qu'elle n'est pas qu'elle sert comme on veut. Pour une entreprise, c'est un problème. Alors si en plus on met ça à côté, donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont essayer de sélectionner les femmes. Effectivement, les femmes qui sont pour des règles douloureuses vont peut-être se voir refuser certains postes parce qu'on sait qu'elles ont moins un congé. Donc pour autant, le congé maternité, c'est une fois dans l'année, mais là, c'est tous les mois. Donc c'est peut-être un problème économiquement parlant. C'est une bonne chose, c'est une avancée, je pense, parce que c'est important, parce qu'il y a des femmes pour qui cette période, c'est vraiment une période très douloureuse. Donc c'est vrai que c'est très bien de prendre ça en compte, mais personnellement, d'un point de vue personnel, je pense qu'il faut aussi réfléchir à... Parce que la loi sera là, existera, mais après, au niveau de notre société, est-ce que c'est assez bien accepté? Le travail des femmes, surtout à certains postes, c'est quand même quelque chose dans notre pays, la France, qui reste quand même quelque chose de compliqué. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette loi, jusqu'à présent, n'a pas encore été là. Il y a d'autres combats qui sont prioritaires, même si ça fait quelque chose d'important. Voilà. Comment lutter du coup contre la précarité menstruelle? Voilà. Comment lutter? Donc, comme je vous l'ai dit, moi je vais beaucoup axer mon intervention par rapport à l'éducation, à la santé. Donc la première des choses, c'est déjà au niveau premier lieu de l'éducation de masse, on va parler de l'école. Donc il faut vraiment que les écoles, parce que je sais que c'est là on est sur une période après 2 ans de confinement où la scolarité, etc., ça a été très compliqué pour des millions d'enfants et des millions de familles. Donc déjà, bien remettre à plat les programmes je ne sais plus, d'éducation sexuelle, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant parce que ça change tous les ans. L'éducation sexuelle, c'est pas dans le sens... l'éducation sexuelle, c'est plutôt apprendre ce que c'est que la reproduction, etc. L'éducation de la reproduction de la santé, c'est utiliser le terme d'éducation sexuelle de genre. Donc, déjà commencer par ça. Parce que j'ai cru comprendre qu'en 6e, par exemple, je sais que moi, quand j'étais au collège, en 6e, en 5e, je faisais des sciences naturelles. Et apparemment, maintenant, on n'en fait plus. Donc ça fait aussi, quelque part, au niveau de l'apprentissage, ça fait des manques aussi. Apparemment, c'est plus destiné aux élèves qui se dirigent vers une filière un peu scientifique et autres. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, parce que dans les sciences naturelles, il faut aussi beaucoup d'éducation sur l'appareil reproductif de la femme, de l'homme, etc. Et c'est des choses qui sont importantes de savoir et de comprendre et de connaître. Donc, au niveau de l'école, au niveau la première cellule d'apprentissage, c'est la famille. Donc ça sous-entend que les mamans, qui sont quand même les premières concernées parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont une grande base et un grand pilier de l'éducation quand même, il ne faut pas se cacher, et la capacité de pouvoir éduquer leurs enfants, leurs filles, par rapport à ça. Et ça, on le sait très bien que lié à des facteurs des fois sociaux, religieux ou culturels, c'est pas toujours facile à certaines femmes de parler de menstrues à leurs enfants. Il y a moi je connais beaucoup de jeunes filles qui sont venues me voir, où en fait leur maman, c'est quand elles sont arrivées à l'âge des menstrues, ça leur est arrivé comme ça, c'est ce jour-là où leur maman leur dit prends la serviette et puis change-toi. Mais elle ne leur explique pas qu'il faut se laver comme ceci, que voilà, que quand tu es dans cette période, il faut plutôt porter tel type de vêtements, certaines femmes, parce que c'est culturellement pour elles c'est compliqué, elles n'expliquent pas forcément à leurs enfants. Donc c'est aussi compliqué. Et après aussi, il faudrait faire, comme on fait aujourd'hui, des journées comme aujourd'hui, essayer d'apporter, de ramener le maximum de monde pour aussi dispenser ces choses-là. Donc la précarité, en fait, elle se joue à tous les niveaux. Et elle se joue pour tout le monde, moi je dirais. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des mamans, des femmes, mais je m'adresse aussi à vous, messieurs, ça vous concerne aussi. Parce que vous êtes des futurs époux, pour certains, ou des époux déjà, des frères, des sœurs et des pères. Parce qu'il y a certains enfants qui malheureusement grandissent sans une maman à leur côté. Donc il faut un parent qui va pouvoir prendre le relais et les éduquer. Et même, comme je disais, par exemple, pareil pour ces femmes qui ont du mal peut-être à parler d'intimité ou d'hygiène intime avec leur fille, si elles ne se sentent pas capables,
mais d'avoir d'avoir la capacité de trouver des ressources extérieures. Donc s'il faut trouver une infirmière, un médecin ou une association, c'est à un moment se dire, bon, moi je ne peux pas parler de ça avec mon enfant, mais comme c'est important, je vais lui chercher des interlocuteurs extérieurs. Ça aussi, c'est des choses qui se font et qui sont possibles aussi. Non, je me rate. D'accord. Donc voilà. Donc parmi les interlocuteurs, parce que je vais parler d'interlocuteurs, vous pouvez avoir des médecins. Le médecin traitant, c'est généralement un très bon interlocuteur quand vous pouvez en avoir un, parce que maintenant c'est très compliqué d'avoir un médecin traitant. Les infirmières, on en parlait tout à l'heure, les infirmières scolaires sont des bonnes interlocutrices aussi. Et moi je dirais toute personne qui travaille dans le médico-social et dans la jeunesse. Moi je pense que c'est très important pour toutes les personnes qui s'occupent de jeunes. Notamment, je pense sur, je ne sais plus comment on appelle ça maintenant. Les éducateurs. Enfin, pas tous les éducateurs, je parle dans les écoles, les surveillants. Oui, les surveillants dans les écoles, je pense qu'ils doivent être sensibilisés à ce genre de choses. Pour que, comme je dis, même si on ne se sent pas en capacité, parce que ça touche à l'ordre de l'intime, d'en parler directement avec les jeunes, mais de savoir orienter. Ça, c'est important. Et même vous, à votre niveau, à tous, de savoir orienter, c'est très important. Ne pas savoir quelque chose, ne pas avoir la capacité de le faire, c'est pas très grave. Mais au moins de savoir pouvoir orienter ou bien de chercher l'information, c'est très important. Et c'est sur ce que je vais vous laisser et je vous demanderai de faire des efforts chacun d'entre vous. Dans cette intervention, nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors moi, je vais vous poser la question commune parce que, comme je l'ai dit toujours, nous sommes issus de l'Afrique. On n'a pas cette culture. C'est vrai que nous, pour parler de la division menstruelle, c'est difficile, hein, avec les parents, avec la famille. C'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile. D'abord, il y a le dialogue entre la fille et son père, et même la maman et sa fille, c'est pas chose facile. Mais est-ce que vous vous avez grandi ici, vous êtes né ici, est-ce qu'il n'y a pas cette rupture dans la communauté? J'ai pas compris la question. De la rupture, c'est la rupture des dialogues, des divisions menstruelles entre la fille et sa mère. C'est facile dans la communauté ou... Non, c'est pas facile. Après, c'est comme je dis tout à l'heure, enfin, moi je ne vois pas seulement en termes de notre communauté, c'est qu'il y a même des femmes françaises, on va dire, qui n'arrivent pas à parler de ça parce que ça revient de l'ordre de l'intime, parce qu'elles-mêmes n'ont pas été éduquées à cette liberté d'expression-là. Donc il y a beaucoup de femmes pour qui c'est compliqué. C'est pas seulement culturel ou bien pour nous africains. Non, ça touche toutes les femmes. C'est pas toutes les femmes qui ont la facilité de parler du menstru ou d'éduquer les femmes. Tout de la même manière que moi j'ai connu, moi par exemple personnellement, oui je suis née en France comme tu dis, etc. Mais j'ai pas eu une mère qui m'a expliqué il faut faire ça, il faut faire ça. Mais j'avais des copines dont les mamans étaient blédardes, elles-mêmes étaient blédardes, qui m'ont expliqué que oui, moi ma mère elle m'a expliqué il faut faire ça, quand tu te laves comme ça. Et elles sont nées grandies au pays. Donc je pense que c'est plus qu'une question déjà d'individu. Et voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait des journées comme celle-là pour sensibiliser les gens, pour que les femmes, enfin moi qui suis maman aujourd'hui, moi et toutes les autres femmes, on prenne conscience que c'est des thèmes importants qu'on doit aborder avec nos enfants. Et travailler, c'est un travail que l'on fait sur soi-même et qu'on fait avec son enfant et avec toutes les personnes qui peuvent accompagner. C'est pour ça que j'ai parlé d'accompagnant. Ce que moi je ne suis pas capable de faire, comme on a la chance de vivre dans un pays qui est quand même bien développé, où on peut avoir accès à pas mal d'informations, de chercher aussi, de chercher l'information, de chercher les personnes qui vont m'accompagner. Si moi je ne peux pas parler de ça à ma fille, je peux l'emmener voir un médecin qui va lui expliquer, une infirmière ou une éducatrice quelconque. Ok, merci. Oui, oui, moi je me parler par rapport à l'expérience de professeur. Oui, parce que ce sont sur YouTube, oui. Bonjour à tous. Donc, moi je vais juste parler de mon expérience de professeur d'SVT. Donc en fait, quand Pauline a dit qu'aujourd'hui en fait il n'y a plus trop d'SVT en 6e, 5e,
et qu'avant il y en avait, ben c'est vrai parce que moi aussi quand j'étais plus jeune, je me souviens encore des cours d'SVT de 6e, et par rapport à ce chapitre-là, en fait c'est un chapitre que j'enseignais pour les classes de 4e. Normalement, le programme scolaire, ça n'a pas trop bougé, ça reste du programme de 4e. Donc normalement, tous les élèves de cet âge-là, vers 14 ans, en fait, ils en entendent parler. Ceci dit, en fait, on ne parle pas vraiment de précarité, ça reste au niveau purement scientifique, savoir voilà, que le premier jour des règles correspond au premier jour du cycle, et qu'est-ce que c'est, et que ça correspond à la destruction de la paroi utérine, etc. Mais on n'aborde pas toutes les autres thématiques qui pourraient être associées. Et je pense que ça serait bien qu'il y ait un complément d'information qui se fasse, notamment au niveau culturel, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes filles qui n'osent pas en parler parce que selon les croyances, ça peut être tabou, la femme peut être considérée même maudite durant cette période, on n'a pas le droit de manger dans les mêmes assiettes, il ne faut pas toucher les verres qu'elles ont touchés, etc. Donc il y a vraiment tout un ensemble de croyances qui font que les personnes n'osent pas vraiment en parler, et je pense que ça fait vraiment pleinement partie de ce thème de précarité, parce que pour moi la précarité ça englobe vraiment tout qui est manque d'information en fait, au niveau fonctionnel, au niveau mécanique, biologique, comme d'un point de vue culturel, parce qu'en fait les personnes le vivent vraiment dans leur vie quotidienne. Et puis il y a aussi le volet comment justement se soigner lors des douleurs, et ça peut être intéressant de mettre ça même dans les programmes d'SVT, surtout il y a des plantes qui soignent. Moi je suis herboriste, j'étais professeur d'SVT, aujourd'hui je suis dans les médecines naturelles, et il faut savoir qu'au Moyen-Âge on utilisait l'armoise justement pour les menstrues douloureuses, et il y a aussi l'achille et millefeuille, mais c'est surtout l'armoise en fait. C'était vraiment la plante des femmes. Donc voilà, il y a des remèdes naturels, et puis c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles malheureusement qui se tournent vers la pilule contraceptive pour lutter contre ces douleurs. C'est des médecins qui font ça. Et ce sont des médecins qui conseillent ça en plus, et ça c'est très nocif. Parce que les pilules contraceptives, il faut savoir que, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les pilules ou pas, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui génèrent des cancers. Et ça, malheureusement, elles m'apprennent par la suite, et des fois quand c'est trop tard. Et moi, je pense qu'il faut garder les pilules contraceptives pour la contraception, mais tant qu'elles sont jeunes filles et qu'elles n'ont pas de problème de contraception, de les préserver et puis de les soigner avec des produits qui sont bons pour lutter contre la douleur, en fait. Voilà. Pour répondre à ce que tu disais, dans les programmes scolaires, ça existe, ce que tu es en train de dire. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le programme qu'on appelle d'éducation sexuelle. Ouais. Celui-là où on parle des menstrues, etc. Donc c'est pour ça que je disais, c'est un terme peut-être qui n'est pas joli parce que ça fait penser à autre chose que ce que ça n'est en réalité. Et au niveau de l'éducation nationale, comme je dis, là c'est vrai que je ne suis pas mise à jour. Mais c'est un programme qui existait parce que moi je l'ai fait à l'école. Mais dans l'école où j'étais, et ce sont des choix scolaires. C'est pour ça qu'on parlait d'éducation. Donc c'est pas un programme qui est obligatoire. Sachant que, comme on le disait tout à l'heure, surtout dans certaines zones, il faut le dire, on sait très bien que ça va choquer beaucoup de parents. Par exemple, moi dans l'école où j'étais, c'était un cours, c'était une fois par mois, à une heure bien précise, et c'était pas obligatoire, il fallait que les parents donnent leur autorisation. On était les 3 quarts de la classe, il n'y avait qu'un tiers de la classe qui était là. Parce que les autres parents ne voulaient pas, parce que, en fait, comme tu l'as dit, parce qu'il y a la religion, il y a la culture, il y a beaucoup de choses tout autour qui faisaient que les parents ne pouvaient pas accéder. Et je crois que c'est pour ça que il y a beaucoup d'écoles qui ont, parce qu'ils ne voulaient pas non plus peut-être se mettre certains parents à dos, ont pris la simplicité, parce que l'école a beaucoup de problèmes, comme c'est une fois dans le mois, de supprimer tout simplement, c'est tout. Au lieu d'aller chercher une personne qui vont payer pour venir de temps en temps. Là où j'ai travaillé, en fait, c'était toujours des intervenants extérieurs. C'est-à-dire d'un côté, il y a le professeur d'SVT qui parle de l'aspect biologique purement.
Et puis vraiment juste le côté contraception, mais vraiment très très basique. Et puis en parallèle, au complément et selon justement les écoles, la politique des écoles, il y a des intervenants extérieurs qui en disent un peu plus. Bon, alors après, je comprends que c'est très controversé parce qu'en plus maintenant, par rapport à toute cette éducation sexuelle, bon, il y a beaucoup de choses, voilà, l'homosexualité, etc., qui à la base en fait n'étaient pas là. Donc je comprends que pour des familles ça puisse choquer, mais du coup ça fait des freins en plus, en tout cas pour que les gens aient accès à des informations importantes en fait. Après c'est aux gens de faire le tri des informations. Voilà.